petit titre de vidéo un peu particulier, troquer la capacité pour la puissance. En fait, ça m'est venu après avoir lu un papier sur un peu justement, encore une fois, les distributions d'intensité, un truc dont on a parlé plusieurs fois sur modèle polarisé, pyramidal, etc. Et là, en fait, ce papier-là qui est tombé en 2023, l'idée c'était de regarder en fait l'influence d'un entraînement au-delà du MMSS et sous le MMSS. Le MMSS, c'est quoi? C'est en gros la délimitation entre le domaine d'intensité élevé et le domaine d'intensité sévère. Donc j'avais fait un graphique assez imbuvable, clairement, qui permettait en fait de reprendre les différentes zones d'entraînement et de mettre les domaines d'intensité à l'intérieur, parce que généralement dans la littérature on parle plutôt de domaines d'intensité plutôt que de zones d'entraînement, parce que au final les zones d'entraînement elles n'ont rien de très physiologique. Et il y a très souvent la délimitation entre le domaine élevé et le domaine sévère qui ressort. Et donc, on a plein de moyens de le déterminer, que ce soit à partir du lactate, MLSS, pardon, le LT2. Bon, après tout ça, ça peut être sujet un peu à débat. Il y a le SV2 aussi qu'on a à partir de la ventilation, etc. Et on a évidemment la vitesse et la puissance critique. Donc dans ce papier-là, il s'intéressait vraiment à l'influence d'un entraînement au-dessus du MMSS et sous le MMSS. Donc en fait, indirectement, on parle encore une fois un peu de la distribution de l'intensité. Et donc j'ai titré cette vidéo-là "Troquer la capacité pour la puissance", et on va voir pourquoi. Et je pense que ça peut être en tout cas intéressant d'être capable de distinguer un peu les indicateurs de puissance et les indicateurs de capacité, surtout dans un contexte de performance en endurance et surtout sur de la plus longue durée. Et donc, en fait, dans ce papier, ils ont vu que des protocoles, donc en fait, si on reprend ici, supérieur à MMSS, c'est à droite, effet positif pour l'entraînement supérieur à MMSS, et sous le MMSS, c'est à gauche. Et donc, si par exemple on veut développer VO2 max ou développer VO2 pic, ici ils appellent ça VO2 pic, s'entraîner au-delà du MMSS, donc au-delà du seuil 2, au-delà de la vitesse critique, au-delà du SV2, peu importe comment tu appelles ça, on a un effet positif qui est supérieur à s'entraîner au-delà du MMSS. Donc si tu veux développer VO2 max, il faut travailler plutôt avec un accent dit polarisé, pour faire assez simple, et ça fonctionne. Si on veut développer le watt peak en gros c'est, on va dire VMA, PMA, même si j'aime pas du tout le terme. En gros, ça va être la puissance ou la vitesse associée à VO2 pic. On va avoir un effet, mais qui va être très très trivial, sur l'influence au final de l'entraînement au-dessus des MMSS. Mais ça reste un tout petit peu positif. Donc encore une fois, si tu veux développer VMA, PMA, etc., ce serait bien de travailler au-delà du MMSS. Et par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que sur du time trial, donc du contre-la-montre, en gros, ça va être des efforts de capacité. Ça veut dire en fait combien de temps tu es capable de maintenir à une intensité spécifique, une intensité X. Et là, en fait, l'effet est plus du tout, enfin pas du tout, significatif par rapport à la distribution de l'intensité que tu dois avoir et par rapport à l'entraînement au-delà du MMSS. Donc en fait, que tu fasses de l'entraînement au-delà du MMSS ou sous le MMSS, si tu veux développer le contre-la-montre ou si tu veux développer un indicateur de capacité, donc la durée en fait, et s'entraîner au-dessus du MMSS, c'est pas forcément ultra positif. Et en fait, je voulais faire cette vidéo-là justement pour montrer la différence entre les indicateurs de capacité et les indicateurs de puissance. Souvent, quand on s'intéresse à un protocole spécifique pour développer je sais pas quoi, ou pour parler de performance en endurance, parce que souvent on parle de performance en endurance dans les papiers, en fait, ils s'intéressent souvent à des indicateurs de puissance, donc des indicateurs courte durée. Par exemple, ils vont faire des tests incrémentaux, ils vont regarder la VMA, PMA, entre guillemets, et le watt peak et le VO2 max. Et dans ce cas-là, on s'intéresse à des indicateurs de puissance parce que généralement, les tests, ça va durer quoi? 10 minutes, 15 minutes, peut-être 20 minutes maximum, mais on est encore une fois sur des durées qui sont hyper courtes, qui sont ultra dépendantes du côté, on va dire, un peu puissance. A l'inverse, quand on s'intéresse à quelque chose qui requiert de la capacité, donc de la durée moyenne, voire de la durée longue, la question, c'est pas juste de savoir combien tu pousses, c'est combien de temps tu tiens à une intensité X, à une intensité qui est spécifique. Donc là, c'est une question de capacité. C'est pour ça que les TT, les time trial ou les contre-la-montre, on s'intéresse plutôt à des notions de capacité. Et du coup, ici, on doit se dire, ok, s'entraîner au-dessus du MSS, ça permet de développer des indicateurs de puissance, mais si on veut développer des indicateurs de capacité, donc le time trial, le contre-la-montre, en fait, c'est probablement pas mieux
de travailler au-dessus versus en dessous. Tout ça pour dire que, encore une fois, les distributions d'intensité, j'ai fait 10 vidéos dessus et en fait, c'est un sujet qui est un peu chiant. Mais tout ça pour dire que il ne faut pas toujours regarder la littérature comme elle est. C'est-à-dire que si on s'intéresse à des indicateurs de puissance, il faut toujours recontextualiser et se dire, en fait, peut-être que la finalité dans un sport, c'est pas forcément d'être le plus puissant d'un point de vue physio, on va dire, métabolique, mais c'est d'avoir des fois la meilleure capacité. Dans tous les cas, si on veut orienter un peu l'entraînement, au-dessus du MMSS, sous le MMSS, il faut déjà avoir un moyen de déterminer ce MMSS. Et forcément, encore une fois, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, mais la vitesse critique et la puissance critique, c'est le meilleur moyen de déterminer le MMSS. À moins que tu aies à disposition des outils de laboratoire, le lactate, etc. C'est compliqué d'avoir des indicateurs précis du MMSS, à part la vitesse ou la puissance critique. Et pour faire un petit rappel, mais lorsque tu fais un test incrémental, tu vas passer par les différents domaines d'intensité, le domaine modéré, le domaine élevé et le domaine sévère. Et notre MMSS, c'est exactement le pointillé ici qui va délimiter le domaine d'intensité élevé, le domaine d'intensité sévère. Lorsque on utilise par exemple une VMA ou une PMA, en fait c'est la vitesse associée à VO2 max, mais c'est une valeur qui est au-delà du MMSS. Et d'ailleurs on ne sait pas la distance entre le MMSS et la VMA et la PMA. Et en fait on ne connaît pas sa position. Ça veut dire qu'on n'a pas une valeur qui est ultra précise pour prescrire n'importe quel type d'entraînement. A l'inverse, l'avantage, je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, la vitesse critique, c'est juste un modèle qui est hyper pratique. Et la vitesse critique ou la puissance critique, c'est un modèle qui permet de modéliser le seuil 2 et qui est globalement la même chose qu'un test que tu pourrais avoir en ventilation. Et l'avantage de ça, c'est que tu sais qu'en dessous, tu vas probablement plutôt développer des indicateurs plutôt de capacité, en tout cas pas vraiment, mais tu vas être sous le MMSS. Et au-delà, tu sais très bien que tu vas tendre sur des protocoles qui permettent d'améliorer VO2 max, etc., etc. Donc bon, ici j'avais déjà mis plusieurs fois cette référence-là. Et aussi une note pour ceux que ça intéresse, on pourrait se dire un test de vitesse ou de puissance critique, est-ce que c'est vraiment similaire à ce qu'on pourrait avoir d'un point de vue ventilation? Et quand on regarde la proximité entre la vitesse ou la puissance critique, donc des tests de terrain versus ce qu'on pourrait avoir avec de la ventilation, donc le test par exemple de RCP pour avoir le second seuil, etc. En fait, on s'aperçoit que la puissance et la vitesse critique, ça représente très bien la délimitation du début du domaine d'intensité sévère, donc du seuil 2. Si on reprend le gros schéma ici, si tu veux délimiter la différence entre l'élevé et le sévère, donc tu as différentes méthodologies, le lactate, etc., le SV2, mais tu as aussi la vitesse critique qui fonctionne très très bien. Et moi, je dis à tout le monde de faire plutôt ces tests-là pour être capable de précisément avoir cette délimitation du domaine. Si tu fais un test de VMA-PMA, tu n'auras pas l'indication du début du domaine d'intensité sévère. Et si tu veux prescrire un entraînement au-dessous, par exemple, dans le domaine d'intensité élevée, bah, tu n'auras pas de bons critères. Donc j'invite vraiment à faire des tests de vitesse et de puissance critique plutôt que ça. Pourquoi c'est intéressant? Bah, encore une fois, si on est au-delà de la puissance ou de la vitesse critique, donc au-delà du MMSS, on dérive à VO2 max et on stimule VO2 max. Sous la puissance critique ou sous le MMSS, on accumule de la fatigue, on va probablement aussi aller à l'échec, mais on ne dérive pas à VO2 max et on stimule potentiellement un tout petit peu moins VO2 max. C'est quoi les plus de la vitesse critique? Bah, encore une fois, ça donne une intensité à partir de laquelle on peut travailler VO2 max. Attention, VMA, c'est pas la plus petite vitesse pour atteindre VO2 max. Encore une fois, c'est la vitesse critique. Et ça permet de délimiter deux domaines d'intensité importants en physiologie, qui est le domaine d'intensité élevé, le domaine d'intensité sévère. Encore une fois, si on reprend ici, là cette ligne-là, ce MMSS, au-dessus du MMSS, en dessous du MMSS, en fait, ce pointillé-là, c'est la puissance ou la vitesse critique. Donc, si jamais tu dis, OK, moi, je veux développer VO2 pic, je veux développer mon wattage pic, qu'est-ce que je fais? Bah, je me situe au-dessus de la puissance ou de la vitesse critique parce que c'est dans ce domaine-là d'intensité où tu vas avoir le meilleur retour sur investissement. Alors après, oui, on peut se poser plein de questions sur la durée des intervalles, l'intensité des intervalles, etc. Mais au global, si tu es au-delà de 100% de ta vitesse critique, bon, à moins que tu fasses. Après, c'est du bon sens, mais tu vas pas faire 20 secondes au-delà de la puissance critique et te dire, ouais, c'est bon, je développe VO2 max. Il faut qu'il y ait quand même des durées de maintien. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est probablement l'intensité minimale requise pour potentiellement développer VO2 max. Et à l'inverse, si tu veux développer ton time trial, si tu veux développer la notion de capacité, tu peux encore une fois travailler au-dessus, parce que c'est pas parce que tu es au-dessus que tu vas pas développer cette notion de capacité, mais c'est
c'est pas le seul paramètre qui rentre en jeu. Il faut probablement aussi se situer en dessous avec des temps de maintien qui sont quand même plus longs. Les moins de la vitesse critique, parce qu'il y en a plein, et je referai une vidéo sur comment justement surpasser les limitations de la vitesse critique, parce qu'il y en a plein. Au final, c'est bien pour délimiter les domaines d'intensité, mais il y a plein de limitations, surtout sur la modélisation sur des efforts longs. Mais la première chose, c'est que ça peut être influencé par des facteurs externes, comme la chaleur, l'après-fatigue, la cadence de pédalage dans le cas du vélo, etc. En fait, la vitesse et la puissance critique, ou le MMSS, c'est un modèle statique et il n'est pas dynamique. Le MMSS, il va changer. Si aujourd'hui tu fais tous tes tests dans un milieu tempéré à 15 degrés et que demain tu changes de pays, tu te retrouves à 32 degrés, 33 degrés, ton MMSS il va changer, hein, ce ne sera pas du tout le même. Si tu changes ta cadence de pédalage, donc si par exemple tu as une cadence préférentielle de 90 RPM et que tu passes sur un home trainer et que tu finis à 70, le MMSS il va changer aussi. Donc il y a vraiment une influence sur des paramètres qui sont différents et c'est quelque chose de statique. Donc la vitesse et la puissance critique, si tu l'évalues dans un environnement bien spécifique, et quand je dis environnement, ça peut être la pré-fatigue, ça peut être la cadence, etc. Je considère que c'est un environnement, ça va influencer le MMSS. Donc c'est encore une fois, c'est une mythe. Une question vraiment que tout le monde devrait se poser, en fait, c'est pourquoi des protocoles supérieurs à MMSS développent moins la capacité. Par exemple ici, là, donc quand on reprend la méta-analyse ici, le time trial, pourquoi par exemple si on développe VO2 max, si on développe le wattage peak, pourquoi si on développe pas VMA, PMA, etc., si on développe VO2 max, pourquoi notre capacité elle est contrainte, pourquoi on n'arrive pas à tenir plus longtemps? Parce que ça c'est une logique qui est bien empruntée et qui fonctionne bien, c'est-à-dire plus tu as des efforts intenses qui sont élevés, c'est-à-dire plus tu as une grosse réserve en fait, de puissance ou de réserve de vitesse, plus sur les puissances ou les vitesses sous-maximales, tu seras capable de durer plus longtemps. Et en fait, ce n'est pas une science exacte et ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Et pourquoi, du coup, sur des protocoles supérieurs à MMSS, on développe moins la capacité et les temps de maintien? Il y a probablement plein d'explications et globalement, une des explications les plus un peu évidentes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un peu un trade-off ou un mismatch entre le développement de la puissance et le développement de la capacité. Si tu développes beaucoup de puissance, déjà tu vas t'exposer naturellement à des efforts qui seront plus courts, à des intensités qui seront plus élevées, donc tu t'éloignes d'un point de vue purement spécificité de quelque chose de capacité en fait, de temps de maintien. Donc là déjà il y a une question de spécificité, même mécanique, pas forcément physiologique, mais juste mécanique, de t'es pas exposé en fait. Il y a juste une question de transfert et de temps en fait. Genre si tu développes des indicateurs de puissance, si tu développes VMA, PMA, etc., il va te falloir un peu de temps pour transférer ça sur la notion de capacité. Ça va pas venir comme ça du jour au lendemain et c'est pour ça qu'on peut pas tout le temps utiliser des modèles typés polarisés. Ensuite, une seconde chose, c'est que lorsqu'on développe la puissance, on va développer le moteur entre guillemets, mais on perd en efficacité. On va perdre en efficacité, que ce soit au niveau des substrats énergétiques, au niveau de plein de choses. Et si on reprend un peu les modèles de performance, ça c'est le modèle qui a été adapté de Joyner avec l'accent sur la durabilité. Et en fait, il y a des paramètres qui s'adaptent très rapidement à l'entraînement. Il y en a d'autres qui prennent beaucoup plus de temps. Et en fait, ce qui s'adapte très rapidement, ça va être des indicateurs de puissance. Si par exemple, tu veux regarder l'efficacité d'un protocole typé VO2 max sur les indicateurs de puissance, en fait, à chaque fois, quand tu vas être au-delà du MMSS, ça va fonctionner. Si par exemple, tu veux faire un protocole VMA, PMA et tu veux regarder l'influence sur VO2 pic, ça va fonctionner en fait. Et ça sera bien plus supérieur qu'un protocole qui se situe sous MMSS. Pourquoi? Parce que tu as pas des ascendants, mais des paramètres physio qui vont s'adapter très rapidement. Par exemple, le stroke volume, qui est le volume cardiaque, en l'espace de quoi, je dirais 3 à 4 semaines, tu peux déjà avoir une augmentation du volume cardiaque. Ça veut dire que tu vas augmenter VO2 max et donc tu vas améliorer des paramètres et après tu vas avoir les papiers qui vont conclure de l'efficacité d'un protocole X, machin truc. La masse en hémoglobine aussi, c'est quelque chose qui s'adapte très rapidement et tu vas avoir plein de choses comme ça qui vont s'adapter, même d'un point de vue nerveux, même si ici c'est pas trop marqué. Donc voilà, par exemple ici là c'est un papier de Hill et en l'espace de 30 jours, là on a 20 jours, ici 30 jours, en fait tu doubles quasiment le volume cardiaque et donc tu doubles en fait VO2 max. Donc il y a vraiment des paramètres qui s'adaptent ultra rapidement, surtout sur des indicateurs de puissance. Par contre, les indicateurs de capacité, là, ce que j'ai représenté un peu en jaune, ça va prendre un peu plus de temps et c'est souvent assez dépendant de l'efficacité. Par exemple, l'utilisation des substrats, c'est quelque chose qui prend énormément de temps.
Et je mets quasiment ma main à couper qu'un athlète, en tout cas un athlète très très élite, qui développe sa puissance, finira par limiter son efficacité et limiter un peu son efficacité énergétique et l'utilisation au niveau des substrats. Au niveau de la typologie, même si ça reste quelque chose d'assez inné, on va dire, mais ça met aussi du temps. Et l'activité au niveau enzymatique, au niveau oxydatif, donc au niveau des mitochondries, etc., bah ça met énormément de temps aussi. Donc en fait, je pense que... En fait, non, je pense pas. C'est juste la littérature qui le dit, mais les indicateurs de capacité, ça met beaucoup, beaucoup de temps à venir. Et les indicateurs de puissance, c'est très très rapide. Donc c'est pour moi la raison pour laquelle en fait les protocoles supérieurs à MMS7 développent moins la capacité, parce que la capacité c'est dépendant de quelque chose qui est beaucoup plus chronique dans le temps et il faut s'y exposer de manière régulière. Donc certaines qualités prennent plus de temps à développer, surtout celles spécifiques au temps de maintien. Donc non, moi je suis persuadé par exemple que s'entraîner au-delà du MMSS, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour augmenter les temps de maintien. Et ça, c'est d'ailleurs l'indicateur premier de performance pour de la longue distance, parce qu'au final, on s'en fout un peu de VO2 max, mais c'est plutôt les temps de maintien. Donc dans ce cas-là, ce serait intéressant de naviguer au-dessus et aussi en dessous, et malheureusement, c'est pas vraiment le modèle polarisé. Les différents types d'intervalles, je sais pas pourquoi j'ai trop rajouté ça, mais en gros, à partir du pourcentage de puissance critique ici, donc 60, 80, 100%, on peut situer plus ou moins, est-ce qu'on veut développer la puissance, est-ce qu'on veut développer la capacité. Encore une fois, c'est ultra schématique, et il y a une partie aussi de faux, parce que c'est pas parce que tu développes la puissance que tu vas forcément contraindre ta capacité. Ça peut aussi la soulever, en fait ça dépend. Mais généralement quand même, si tu veux augmenter les indicateurs de puissance, VO2 pic, etc., watt pic, etc., il faut que tu te situes au-delà de ton 100% de ta vitesse ou de ta puissance critique, de ton MMSS. Et c'est l'intensité minimum pour stimuler VO2 max. En tout cas, stimuler VO2 max à son maximum. Donc si tu veux développer des indicateurs de puissance, il faut te situer au-delà de ton 100% de puissance critique. Si tu veux potentiellement développer plutôt des indicateurs de capacité, tu peux continuer à travailler au-dessus, hein. Mais il faut toujours se dire que si tu travailles au-dessus, tu travailles dans un versant d'intensité, donc tu vas contraindre les temps de maintien. Et si tu contrains les temps de maintien, c'est pas forcé que ton contre-la-montre, ton TT là, il augmente en fait. Donc il faut toujours essayer d'équilibrer en fait le programme d'entraînement pour être capable d'avoir une puissance qui est suffisante, tout en optimisant la capacité, parce que souvent c'est la capacité qui est plutôt discriminante dans les performances d'endurance. Donc si on devait juste schématiser, j'ai mis une double flèche ici, mieux pour améliorer les indicateurs de puissance, donc tout ce qui se trouve au final au-dessus de la puissance critique, et mieux pour améliorer les performances TT ou les indicateurs de capacité, ce qui se trouve plutôt en dessous. Dernière petite note, et après ce sera la conclusion. Au final c'était assez court. Il y a plein d'athlètes, bon là forcément c'est pas le pire athlète du monde, mais il y a beaucoup d'athlètes qui maintenant maximisent plutôt l'efficacité, maximisent plutôt les indicateurs de capacité au profit des indicateurs de puissance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne stimulent pas la puissance, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent jamais au-dessus du MMSS. Bien sûr qu'ils travaillent au-dessus du MMSS, mais potentiellement arriver à un moment, on arrive à un plafond de verre un petit peu, où en fait le levier de progression, il est dans l'efficacité, il est dans les temps de maintien, et on stimule la puissance, parce qu'en fait la notion de puissance ou la puissance, c'est quelque chose où potentiellement au bout d'un moment tu plafonnes. Par contre, la capacité et le pourcentage que tu arrives à maintenir vis-à-vis de ta puissance au final, ça c'est quelque chose qui a énormément de levier de progression. Et c'est pour ça que, en tout cas moi je pense, qu'il y a beaucoup d'athlètes qui renforcent et qui essaient d'améliorer au maximum le côté efficacité au niveau des substrats, au niveau de la typologie, etc., pour ensuite mettre la puissance par-dessus et être capable de performer dans n'importe quelle discipline. Donc juste petite conclusion, mais puissance et vitesse critique, elle est physiologiquement fidèle pour délimiter la borne inférieure du domaine sévère. Quand je dis physiologiquement fidèle, ça veut dire que, en gros, si tu utilises VMA, PMA, encore une fois, je bâche VMA, PMA parce que j'aime pas du tout, mais ça n'a aucun intérêt physiologique d'utiliser VMA, PMA. Et l'avantage de la puissance et de la vitesse critique, c'est que, en fait, c'est le MMSS. C'est la délimitation entre les deux domaines d'intensité. Donc, tu sais que si tu es au-dessus de ta puissance ou ta vitesse critique, tu es au-delà, tu es au-dessus du MMSS, donc tu vas développer des facteurs comme VO2 pic, watt pic, etc.
Donc probablement que c'est un des meilleurs modèles. Et on verra dans une autre vidéo que la puissance et la vitesse critique, ça possède aussi ses limitations, mais il y a d'autres modèles qui permettent de passer au travers de ces limitations. Et puissance et la vitesse critique, ça permet de distinguer le travail orienté puissance, supérieur à la puissance critique, versus capacité inférieure à la puissance critique. Encore une fois, c'est hyper schématique. Bien sûr que travailler au-dessus de ta puissance critique, ça permet aussi d'améliorer un petit peu la capacité, mais généralement quand même, faut travailler en dessous pour améliorer plutôt ce facteur-là. Donc voilà pour cette vidéo, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo potentiellement sur la vitesse et la puissance critique, et aussi comment passer au travers des limitations que le modèle nous impose.